ici, et je remercie Pierre-Antoine Fabre, et je remercie Philippe Hoffmann, je remercie tous les membres du LabEx Aztec pour leur invitation, pour leur confiance. Je suis ici pour tenter de vous parler d'une approche très particulière, autour de l'autorité de la preuve de manière comparative entre les archives médiévales et contemporaines. Dans la mesure où, selon moi, cette vision une approche comparative comme celle-là va nous permettre d'avoir, exactement dans le sens que tu décrivais, d'avoir un autre rapport et aux réalités, aux principes d'autorité relatifs à nos propres documents ou documents anciens, mais également un autre rapport au numérique. Il s'agit ici d'étudier l'évolution du rapport document-preuve, non plus seulement dans une perspective synchronique, de manière plate, de manière aplatie, mais dans une perspective diachronique, avec comme comme second objectif, la volonté de poser le problème de la dématérialisation de la preuve, non en termes de support, mais bien de rapport à la confiance en un texte inscrit et exposé. Et ça, c'est probablement l'élément important. Donc l'élément support, qui est en fait l'élément sur lequel tout le monde focalise autour du problème de la dématérialisation de la preuve à l'heure actuelle en matière d'archives contemporaines, c'est quelque chose qu'il faut dépasser pour, comme on l'a déjà évoqué d'ailleurs dans les premiers travaux du LabEx autour de l'autorité de la preuve, autour du concept, autour de l'objet qui est le rapport à la confiance, mais l'élément qu'il ne faut jamais oublier là-dedans, c'est l'élément textuel, inscrit et exposé de manière publique. Cette exposition se trouve nécessairement à prendre en compte dans un cadre qui est très large, qui est celui des humanités numériques, et qui probablement trouve ici toute sa légitimité. On s'est souvent posé la question de savoir pourquoi les humanités numériques, est-ce que ces humanités numériques ont un réel sens, est-ce que c'est pas simplement une mode, une porte ouverte vers autre chose, le numérique se regarde dans le nombril, comme le disent certains de mes collègues de manière peu charitable. En fait, les humanités numériques, c'est cette volonté de traverser les disciplines pour essayer de les éclairer toutes les unes et les autres. Dans ce sens-là, les humanités numériques peuvent nous aider, et notamment nous aider autour de ce concept de preuve ou autorité. Les deux termes sont importants, et je sais qu'on les a déjà évoqués, mais je voudrais ici les réévoquer. Preuve documentaire durant un millénaire, entre 1000 et 2000, avec trois étapes, ou plutôt 3 points importants. 3 étapes, mais il ne faudrait pas ici d'avoir de positionnement évolutionniste. Une première étape qui est l'étape de, on va dire, jusqu'à 1200 environ. Dans cette étape, l'action juridique et l'écrit sont naturellement dissociés. L'action juridique telle qu'elle est vécue par les médiévaux n'a rien à voir directement avec l'écrit, elle est même la plupart du temps complètement indépendante. Elle ne nécessite absolument pas le recours à l'écrit. L'écrit n'est que secondaire pour la plupart des médiévaux jusqu'à l'an 1200 environ, ça dépend des régions, car il y a des évolutions différenciées suivant les espaces. L'espace anglo-saxon évoluant beaucoup plus rapidement en la matière, l'espace italien aussi, mais pour d'autres raisons. Donc l'action juridique ne nécessite pas de recours à l'écrit jusqu'environ en 1200, mais par contre, cette action juridique est cet écrit est un écrit qui fonctionne comme je le dis ici, à 2 vitesses. C'est-à-dire, d'un côté, lorsqu'on se trouve face aux documents médiévaux jusqu'en 1200, 2 types de documents. Car il y a bien des chartes jusqu'en 1200, vous en connaissez tous. Il y a des documents d'autorité, des documents importants, provenant la plupart du temps de princes, de personnalités fortes, ayant une autorité dominante, à la façon weberienne, convoquée d'ailleurs, autorité convoquée physiquement, matériellement sur le document, identifiée très clairement. Ici, vous voyez ce superbe diplôme, on les appelle jusqu'en 1200, ce qui est bien la preuve que les choses changent aussi, même dans notre langage. Les diplomatistes parlent de diplôme jusqu'en 1200, et après ça, on va parler de charte de manière un peu généraliste. Il y a même dans notre vocabulaire le sentiment que quelque chose a changé. Là, un diplôme ici, un diplôme de type ottonien,
donc environ de l'an 1000, et voyez ici la façon dont l'autorité s'exprime. Ce document est de grande taille, il est de très grande taille, il fait pratiquement un mètre pas loin d'un mètre de long, et ce document, non j'exagère peut-être 70 cm donc de long, et il est particulier parce que le texte évidemment y est peu important, mais par contre les symboles d'autorité, les éléments d'autorité montrant la place, montrant le positionnement impérial donc de l'empereur sont absolument manifestes. Hein. Vous les connaissez tous par vos cours de diplomatique ou les cours liés à l'histoire médiévale. Ces signes, voilà, que ce soit les écritures tout au-dessus, donc les litterae elongatae que vous trouvez au-dessus, donc la litterae elongata que vous trouvez au-dessus, que ce soit encore les monogrammes ou autres sceaux ou ruches typiques de ces époques. On peut également voir que des personnes de moindre autorité, mais qui veulent également, qui ont quand même un positionnement fort. Ici, c'est un document de type chirographaire, comme on dit, mais qui provient là aussi d'un rex, hein, d'un empereur germanique. Ce document a été évidemment scellé, mais également a été doté, ce qui est tout aussi intéressant pour l'identité de la personne, a été doté de signes donc, écrits de la main même de l'empereur, portant ainsi les traces de son identité directe manifeste aux yeux de tous. Donc un écrit qui forcément se trouve mis en scène, ici il manque le sceau, mais mis à part le sceau, le reste est manifestement destiné à être exhibé très clairement, à faire montre de l'autorité de la personne, une autorité fortement inscrite dans un périmètre graphique. L'autre type d'écrit qu'on trouve jusqu'en l'an 1000 environ, 1200, c'est cet autre écrit aide-mémoire, qui lui est le fait d'autres personnalités et qui n'a pas du tout cette importance, qui n'est pas du tout lié, justement, destiné à mettre en scène une autorité. C'est un écrit de mémoire, purement transporteur, porteur ou transporteur de l'action juridique. Dans ce cadre-là, ce qui compte, c'est le contenu. Le contenu du document lui-même et rien d'autre. La preuve est déplacée hors du document. Le document est juste ici pour faire notice, faire connaître, c'est d'ailleurs comme ça qu'on appelle ces petits documents, ils sont là pour faire connaître l'information, pour faire connaître l'action juridique. Ils n'ont aucun poids juridique, d'ailleurs aucun élément de datation ne s'y trouve la plupart du temps, seuls s'y trouvent des éléments permettant d'identifier les témoins, l'action elle-même, et donc surtout tous les protagonistes, ceux, ainsi que les témoins, ceux que l'on peut, dans un second temps, en cas de problème de procédure, faire intervenir dans un tribunal pour témoigner de la réalité de l'action juridique ou non. Le document lui-même n'a pas d'importance, c'est juste un support, un aide-mémoire à l'action juridique. Donc un écrit qui jusque-là est principalement, pour la plupart des gens, c'est ça. Pour 80% des médiévaux, c'est ceci, ou alors c'est un écrit qui est destiné à exposer une majesté. Ensuite arrive 1200, et là, l'écrit se transforme. L'écrit coïncide plus ou moins, si je puis dire, avec l'action juridique. Une mutation forte se met en place, un peu plus tôt en Angleterre, comme je le disais, et dans ce cadre-là, dans un cadre que l'on appelle le cadre de la révolution de l'écrit, sur lequel je ne vais pas intervenir trop longuement ici, ce n'est pas le lieu, mais disons tout simplement que nous sommes face à une embellie économique extrêmement importante, des mutations sociales et politiques tout aussi essentielles, l'émergence ce qu'on appellera plus tard les États, la croissance urbaine, l'expansion, la construction de nouveaux espaces sociaux, la mise en place d'un nouveau droit également, une reconstruction juridique, même si donc on ne peut pas fantasmer la redécouverte du droit romain, et lié à cela, le développement de l'écrit. Alors là-dessus, je ne suis ni Jack Goody, donc je ne suis pas lié à Jack Goody qui nous explique que c'est l'écrit qui change le monde et que l'apparition de l'écrit est un instrument qui va transformer la société.
C'est vrai en partie, mais je ne suis pas non plus Brian Street qui lui explique que non, en fait, ce qui transforme, ce qui fait apparaître l'écrit, ce sont les transformations conjoncturelles. Ce sont ces grandes mutations sociales, politiques, économiques. La vérité est comme toujours in medias res entre les deux, probablement en tout cas, c'est l'écrit, la transformation de l'écrit va à cette époque, au XIIe, XIIIe siècle, va aider aux transformations sociales, politiques et économiques, et ces transformations elles-mêmes vont encourager le développement des nouvelles pratiques de l'écrit, l'appréhension de nouvelles formes d'écriture, de rapport à l'écrit, de rapport à l'autorité, de rapport à la preuve. Donc l'écrit, dans ce cadre-là, à partir de 1200, suit l'action de Cyprès qu'il prouve, à défaut d'être, parce que là on ne peut quand même pas arriver à cette adéquation totale, l'action juridique. L'écrit désormais est la preuve, fait de plus en plus preuve. Et d'ailleurs, on a confiance en l'écrit. Cette confiance va croître au travers de ce qu'on appelle les chirographes, ces documents écrits par les deux parties, tête bêche et alors signés d'une devise chirographée et coupée en deux ensuite, qui permettra à chacun des deux parties d'emporter les documents. À partir de cette époque, si on prend les grandes villes du nord de la France, à partir de 1200 environ, ce sont des milliers, des dizaines de milliers de chirographes que la société urbaine développe. Et donc, ce qui prouve que, on va dire, 50% de la population environ pratique l'écrit, que ce soit physiquement, ou que ce soit, en tout cas, au moins parce qu'il la connaît, parce qu'il la maîtrise, parce qu'il en dispose d'un exemplaire ou d'un autre. Ce qui n'est pas le moindre des choses. Donc on est dans une autre configuration. Dans ce cadre-ci, l'écrit, ça compte. L'écrit compte, évidemment, ce n'est plus la même forme d'écrit. Vous avez des écrits de moindre taille, des écrits de plus petit format, des écrits dotés de petits sceaux, des écrits dans lesquels, certes, le visuel compte, mais beaucoup moins les éléments de validation insérés dans le texte. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce qui intéresse ici, c'est moins le visuel, c'est moins la partie, on va dire, physique, visible du document, c'est moins l'arsenal graphique que surtout l'arsenal textuel. Et c'est à ce moment-là que vous vous retrouvez face à des documents émis pour des individus de toutes les classes sociales, si on peut utiliser ce terme, un peu anachronique, toutes les origines sociales, des documents produits dans lesquels tout l'arsenal juridique mis en œuvre gonfle de manière démesurée. C'est le texte qui compte de plus en plus, et qui d'ailleurs apporte encore davantage de poids à cet écrit qui lui-même fait désormais autorité. Un autre élément essentiel, c'est dans ce cadre-là, dans ce cadre du XIIe et surtout du XIIIe siècle, c'est l'apparition des autorités tierces. Le renforcement de ce qu'on appelait la juridiction gracieuse. Les échevins qui rédigent les actes pour tout le monde, les notaires également. Ici, vous avez un acte notarié du XIIIe siècle, la fin du XIIIe siècle pour l'espace liégeois. Et là, c'est l'apparition donc de ces personnes qui vont rédiger de manière mécanique, on va dire pratiquement, les documents pour tout le monde, qui vont donc se mettre à produire un document faisant autorité, faisant preuve, et eux-mêmes ont l'autorité, si je puis dire. C'est eux-mêmes qui prennent l'autorité et qui permettent de donner à ce document à la fois le statut d'autorité et de preuve. L'autorité de l'écrit s'émancipe au fil du Moyen-Âge, je n'insisterai pas, même si là l'objet est intéressant également, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les médiévaux prennent de plus en plus ont de plus en plus confiance, mettent de plus en plus leur confiance dans l'écrit, à tel point que désormais, le papier est utilisé, les signes de validation disparaissent, la formalisation également, et vous avez ici un petit document qui affranchit une série de serviteurs pour l'abbaye de Saint-Denis, et vous avez ici un petit document donc de l'abbé de Saint-Denis lui-même, si je ne me trompe pas, donc du commandeur de Saint-Denis, un petit document convoquant une série de personnes avec un tout petit sceau sur papier là aussi. Donc la formalisation du document change complètement jusqu'à arriver alors à des devis
ou des petites facturettes extravagantes comme celle ici en plein XIVe siècle, écrite par Richard le Déchargeur, Richard le Déménageur pour le compte de l'abbaye de Saint-Denis, qui fait le point de toutes les pièces qu'il a déménagées pour l'abbaye de Saint-Denis. Voilà, ça c'est son document en quelque sorte qui fait foi à lui. Et ce petit document a une valeur juridique. Et pourtant il n'y a plus rien évidemment qui nous fait penser à une de ces chartes. Tous les éléments d'autorité et de validation ont disparu. C'est l'écrit qui fait foi par lui-même pratiquement, à un certain niveau, pour certains types de documents. Dernier élément peut-être, l'importance de la lisibilité et de l'interopérabilité pour ces documents du Moyen-Âge. Le terme interopérabilité est évidemment un anachronisme odieux, mais c'est intéressant de l'utiliser, parce que justement, entre ce document d'origine italienne et les autres documents que vous avez vus, le document que vous avez ici d'origine italienne, cet autre document d'origine florentine, ou encore ce document ici qui vient de Maastricht, entre ce document que vous avez vu et les trois documents que je viens de vous montrer, les différences sont minimes. Tout le monde peut les lire, un peu partout, je vais dire presque de l'Atlantique à l'Oural. C'est une sorte de diplomatique continue, simple, qui se met en place, dans lequel tout le monde se retrouve et tout le monde accepte les termes graphiques et surtout les termes juridiques qui y sont contenus. Donc on a une forme d'interopérabilité avant la lettre, une mondialisation, même si le terme là aussi est complètement désuet et inadéquat, donc par rapport à cet objet. Mais venons-en maintenant au troisième point de mon exposé, autour de la révolution numérique et de la dématérialisation de la preuve elle-même. Nous sommes en 2000. Et en 2000, exactement, c'est ça qui est amusant si je puis dire, puisqu'en 2000, je vais me baser ici principalement sur les évolutions de la loi française en matière d'autorité et de preuve. C'est quelque chose qui, je pense, qui vaut la peine d'être abordé. Une série de chercheurs comme Françoise Vanna-Berger ont beaucoup travaillé sur ce dossier, et il est intéressant de revenir sur ces problèmes qui, à mon avis, dans leur explication, dans leur explicitation, dans leur présentation, vont, j'en suis sûr, vous évoquer pas mal de choses des temps anciens. La première chose particulière que l'on voit apparaître en 2000, lors de cette loi du 13 mars 2000, qui transforme complètement le concept de preuve, c'est la transformation de la preuve documentaire, le document lui-même, en une preuve littérale. Désormais, c'est la lettre qui compte. La preuve littérale, comme nous dit le texte, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support et leur modalité de transmission. On a dématérialisé complètement la preuve, et la preuve n'est plus qu'une suite de lettres. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On a donc, par rapport aux deux périodes précédentes d'évolution du rapport à l'écrit, on est sorti... on est maintenant complètement dans le texte. Ce qu'on avait déjà commencé à faire lorsque nous étions dans les environs de 1200-1300. On s'intéressait déjà beaucoup, notamment à l'arsenal juridique, vous vous souvenez. Donc là maintenant, on assume complètement cet héritage. L'autre point important, c'est, et on a déjà insisté, puis Antoine Fabre a déjà parlé de cela, l'importance de l'autorité, de l'identification de l'autorité extérieure, de l'autorité au sens large du terme. Toute autorité, c'est ça qui est intéressant, on n'est plus seulement dans l'autorité provenant de l'État, mais aussi toute personne écrivant, rédigeant un acte qui est censé faire autorité. Toute personne est donc elle-même est l'autorité qui donne cette valeur à l'écrit qu'elle rédige. Et c'est cette autorité-là, cette personne qui va compter. Alors comment va-t-on l'identifier? Car c'est ça le grand problème, c'est l'identifier. Ce n'est pas tellement qu'elle soit ou le poids qu'elle puisse avoir dans la société. Ce n'est pas tellement que l'on sache qu'elle est tout au haut de l'échelle sociale ou tout au bas de l'échelle sociale, c'est qu'elle l'est. Et qu'on peut arriver à lui donner un nom. Et que ce nom, c'est le bon nom. L'écrit sous forme électronique est admis en preuve, au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Le second point est évidemment essentiel aussi, l'intégrité. L'identité passe par la signature, évidemment, qui prend une place prépondérante dans le régime de la preuve numérique. C'est la fameuse signature électronique, dont on peut dire qu'en France, ce sont parmi les rares cocoricots qu'on peut faire, c'est celui de la signature électronique sur laquelle une réflexion a été mise en place assez tôt, avec notamment cette loi, même si techniquement on est encore loin d'avoir complètement abouti. Il y a une réflexion, en tout cas, qui a été bien lancée.
Cette signature, comme le dit le texte que vous avez sous les yeux, toujours le fameux texte du 13 mars 2000, cette signature confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle associe nécessairement l'identité du signataire et elle est liée à l'intégrité de l'acte. Ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. La signature électronique passe par un double processus, l'empreinte et la clé. Je passe sur les détails parce que là, on arrive dans une technicité trop forte. L'identité de l'auteur, pour dire les choses autrement, la clé donne l'identité de l'auteur et l'empreinte témoigne de l'intégrité documentaire. Ce petit graphique que voici, que j'ai emprunté à Françoise Banaberger, qui est un peu, je vais dire, prime sautier, va vous expliquer les choses tout simplement. Vous avez d'abord un document, ce document a son intégrité, pas une intégrité matérielle évidemment, une intégrité textuelle, littérale. Et tant qu'aucun élément de la lettre n'est transformé, ce document passe alors par une moulinette qui lui permet de lui donner une empreinte, un code, on va dire. Ce code est lié à la clé privée de l'auteur. Cette clé privée, personne ne la connaît, même pas l'auteur. L'auteur ne connaît que la clé publique, qui est la face publique du personnage, qui est en quelque sorte ce qui cache la clé privée et qui permet à ce qu'on ne vole pas la clé privée de quelqu'un. Vous ne pouvez disposer que de la clé publique de quelqu'un, jamais de sa clé privée. La clé publique va ouvrir la porte, si vous voulez, le tabernacle, vous allez trouver la clé privée de l'individu, pour dire les choses autrement. Dans un troisième temps, donc, le message est envoyé et le fameux Bob va utiliser la clé publique qu'il a reçue pour évidemment donc mettre en œuvre un processus d'identification de la signature, donc de l'identité. Deuxièmement, une identification de l'empreinte, c'est-à-dire de l'intégrité. Donc les deux éléments essentiels dans cette approche, c'est l'identité et l'intégrité littérale ou littéraire si vous préférez. La preuve documentaire, la preuve plutôt numérique est renforcée par le concept de tiers certificateur, que je vois ici comme une sorte d'extension de la juridiction ratio, c'est-à-dire ces plateformes, comme le dit François Banaberger, ces plateformes qui permettent ainsi de vous donner un certificat, hein, vous connaissez tous les certificats numériques, ce sont des plateformes extérieures qui vous les donnent, ces plateformes donc jouent ici le rôle de, on va dire, juridiction gracieuse, tiers de confiance, comme le dit Françoise Banaberger qui travaille aux Archives nationales, là aussi, hein, rien n'est innocent. L'autre élément qui permet de renforcer le concept, renforcer cette preuve, c'est le tiers archiveur. Je vais aller très vite là-dessus, mais c'est quand même important de le dire, c'est-à-dire l'espace où va être conservé le document numérique. Et cet espace lui-même doit être crédible, c'est un espace de confiance. Et cet espace de confiance va donner une valeur au document. Si on revient au Moyen-Âge, on a créé le concept de locus credibilis, c'est-à-dire ce lieu d'archivage particulier qui donne aux documents, à certains documents médiévaux, une valeur, en tout cas, qui fait qu'on peut leur faire confiance. Lorsque les échevins de la ville font garder leur charte chez les franciscains ou chez les dominicains, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un lieu qui porte qui est un locus credibilis, un lieu qui donne de la confiance, qui donne de la foi, si on peut dire, qui donne de la crédibilité au document lui-même. Donc, question intéressante, hein, malgré tout. Et enfin, le dernier point, l'interopérabilité, sur laquelle je n'insisterai pas évidemment, c'est le fait que désormais, tous les documents qui sont produits en numérique sont censés être transmis et échangés entre citoyens ou entre administration et citoyens. Conclure, 3 étapes. Pas d'évolutionnisme, tout simplement. Ça va de soi. Premièrement, un écrit, donc jusqu'en 1200 environ, un écrit secondaire, support comme lettre important peu. Cet écrit ne prouve pas par lui-même, et surtout il ne prouve pas tout seul. Il est lié à l'autorité. Cette autorité qui est ailleurs, en dehors, et qui peut se manifester dans ou par l'écrit. Deuxième point, un écrit premier, support et lettre. Cet écrit prouve. Sa domination devient écrasante de 1200 jusqu'à l'apparition du numérique. Hein. C'est le même écrit qui continue à prouver de plus en plus, jusqu'à nos jours. Cette domination écrasante
fait qu'il devient une arme ou une justification de l'autorité elle-même. L'autorité s'en sert comme d'un outil, comme d'une arme, l'arme est peut-être un terme un peu fort, ou d'un outil, et il justifie également l'autorité. Une autorité se justifie par l'écrit. Dans un troisième point, l'autorité ne se justifie plus par l'écrit. L'autorité est en dehors et n'a pas besoin de l'écrit. Par contre, elle est très embêtée, parce qu'avec la dématérialisation de la preuve, évidemment, son rapport à l'écrit, elle doit le redéfinir. Et son rapport à la preuve, elle doit le redéfinir. Elle n'a évidemment plus besoin de l'écrit pour s'imposer, mais elle va devoir trouver d'autres procédures. Et la procédure qu'elle trouve, c'est la lettre. C'est la lettre d'abord, l'intégrité textuelle et numérique, et le lien avec l'autorité extérieure, qu'on va à tout prix devoir mettre en place de manière solide. Ça reste encore fragile parce que les problèmes restent colossaux pour les archivistes à l'heure actuelle. On n'a aucune certitude de pouvoir, par exemple, transférer dans un avenir assez proche, de manière pérenne, comme on dit. On n'a aucune certitude qu'on va pouvoir transférer des documents qui vont garder de manière naturelle leur signature électronique et leur intégrité. On n'en a aucune certitude. Donc, le concept de preuve tel qu'il est établi par la loi de 2000, eh bien, c'est un concept qui est valable dans un temps présent, qui reste un concept très optimiste, mais pour lequel rien n'est encore vraiment fait. Donc voilà, 3 étapes, mais qui, à mon avis, dans leur confrontation de confrontation diachronique, permet d'avoir un éclairage différent sur l'usage de la preuve dans notre société contemporaine, telle qu'elle est vue notamment par l'autorité publique. Je vous remercie.